Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, l'Europe navigue en eau trouble. À Bruxelles, Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme auprès de ses homologues. Les États-Unis pourraient trahir l'Ukraine sur le plan territorial et le financement de Kiev devient un casse-tête diplomatique entre États membres et pression de Moscou. À Paris, l'Assemblée nationale s'apprête à voter la partie recette du budget de la sécurité sociale, un test de crédibilité majeur pour le gouvernement à quelques semaines de la fin de l'année. Sur les marchés, les investisseurs scrutent les données économiques pour anticiper l'impact sur les taux et la consommation, tandis que la tech opère un virage stratégique. Meta quitte le métaverse pour miser sur l'intelligence artificielle. Entre diplomatie européenne, finances publiques et innovation technologique, la journée s'annonce décisive pour l'Europe et ses acteurs. Les chiffres publiés cette semaine sur le marché du travail américain offrent un tableau contrasté. Les nouvelles demandes d'allocation chômage ont chuté à 191 000 unités la semaine du 29 novembre, le plus bas depuis plus de 3 ans. Ce niveau traduit un marché de l'emploi résilient, peu de licenciements et une stabilité des revenus pour les ménages. Pourtant, le rapport ADP sur l'emploi privé publié hier révèle que le secteur privé a perdu 32 000 emplois en novembre contre une prévision de légère hausse. Cette divergence est technique mais importante. Les demandes de chômage mesurent les sorties récentes du marché du travail, tandis que le rapport ADP reflète la variation nette de l'emploi, c'est-à-dire l'équilibre entre nouvelle embauche et suppression de postes. La combinaison de ces deux indicateurs montre que le chômage reste bas, mais que la dynamique de création d'emplois ralentit. Cette situation a des implications directes sur la consommation. Les ventes au détail de septembre, moteur central de l'économie américaine, sont restées soutenues notamment grâce aux achats automobiles et en ligne, mais la stabilité du marché du travail joue ici un rôle clé. Tant que les revenus restent protégés, les ménages continuent de consommer. Cependant, si le ralentissement de l'emploi privé se poursuit, il pourrait progressivement peser sur le pouvoir d'achat et freiner la croissance des ventes. Pour la Réserve fédérale américaine, ces signaux contrastés représentent un défi. D'un côté, la faiblesse du chômage suggère de rester prudent sur les baisses de taux. De l'autre, le recul de l'emploi privé, la modération de la consommation incite à une politique monétaire plus flexible. En somme, le marché du travail américain demeure robuste, mais l'analyse fine des indicateurs montre un équilibre fragile, peu de licenciements, moins de création d'emplois et une consommation qui pourrait devenir le baromètre principal de la croissance à court terme. C'est un document qui circule à Bruxelles comme une traînée de poudre. Selon Der Spiegel, Emmanuel Macron aurait averti Volodymyr Zelensky lors d'un appel confidentiel avec plusieurs dirigeants européens qu'il existe désormais une chance que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur le plan territorial. Une petite phrase lourde de sens et de malaise diplomatique. Le résumé de l'appel que le magazine allemand affirme avoir obtenu montre des dirigeants européens profondément sceptiques face à la stratégie américaine et en filigrane face à la diplomatie parallèle menée par l'envoyé de Donald Trump, Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, tout juste revenu de 5 heures de tête-à-tête avec Vladimir Poutine au Kremlin. Une image qui, disons-le, n'a pas vraiment rassuré les capitales européennes. Le chancelier allemand Friedrich Merz aurait d'ailleurs lâché à Zelensky, je le cite, « Il joue avec vous et avec nous ». Ambiance. Même Mark Rutte, toujours très mesuré publiquement, aurait approuvé la nécessité, je le cite, de protéger Volodymyr. Pendant ce temps, Washington pousse une proposition de paix en 28 points, largement rédigée sans les Européens et jugée beaucoup trop proche des exigences russes. Résultat, un ballet diplomatique fébrile entre Genève, la Floride, Miami et Moscou. À Berlin, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, prévient une paix imposée serait désastreuse pour l'Europe. Merz, lui, appelle à utiliser les avoirs russes gelés et insiste, l'indépendance stratégique européenne se joue maintenant. Un message clair, si les États-Unis changent de ligne, eh bien l'Europe devra enfin tenir la sienne. C'est un mot qu'on croyait rangé dans les archives du XXe siècle, casus belli. Et il ne vient pas d'un diplomate poussiéreux, mais de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, désormais commentateur géopolitique à plein temps sur Telegram, prévient que si l'Union européenne utilise les avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine, ce serait ni plus ni moins qu'un motif de guerre. Ambiance à Bruxelles, on tente
Pourtant, une opération comptable digne d'un manuel de stratégie financière transformée. Les avoirs gelés en prêt de réparation. Ce n'est pas un don, pas une confiscation, mais un prêt que l'Ukraine ne rembourserait que si la Russie paie des réparations. Autrement dit, un prêt indexé sur l'improbable. Les juristes à Bruxelles doivent se régaler. Le montant en jeu, lui, est bien réel, 90 milliards d'euros, soit les 2/3 du déficit prévu de l'Ukraine selon le FMI. De quoi faire transpirer plusieurs capitales européennes. La Belgique, elle, qui abrite Euroclear, le coffre-fort où dorment la plupart des actifs russes, fait remarquer que la facture juridique post-guerre pourrait être salée. La Hongrie, fidèle à elle-même, à sa stratégie du non automatique, bloque toute nouvelle contribution à Kiev. Résultat, l'Union européenne avance, mais façon échiquier où chaque pièce joue sa propre partie. Pendant ce temps, la diplomatie internationale tourne à plein régime. À Miami, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff doit rencontrer aujourd'hui son homologue ukrainien. À Pékin, Emmanuel Macron tente encore de convaincre Xi Jinping de peser vraiment dans le jeu. Washington qualifie ses discussions avec Moscou de raisonnablement bonnes, expression qui en diplomatie signifie généralement rien à signaler, mais on garde espoir. Pour l'ex-ambassadeur britannique Kim Darroch, si Donald Trump coupe l'aide militaire, l'Europe devra, je le cite, se débrouiller. En clair, l'UE joue avec les milliards russes, reste à savoir si c'est de la haute finance ou de la haute voltige. Vote décisif ce vendredi à l'Assemblée nationale en France, la partie recette du budget de la sécurité sociale qui est soumise désormais aux députés. Un rejet ferait tomber l'ensemble du texte, laissant planer l'hypothèse d'un trou juridique et opérationnel majeur à quelques semaines de la fin de l'année. Autant dire que l'exécutif joue à un jeu dangereux dans un contexte où la Sécu n'a clairement pas besoin d'un stress test institutionnel supplémentaire. Après une journée de tractation intense hier, le gouvernement a multiplié les concessions pour tenter de conserver une majorité introuvable. Sur les franchises médicales comme sur l'enveloppe de l'assurance maladie, tout a été assoupli. L'impression qui domine est bien qu'un exécutif qui renonce à piloter pour se contenter d'éteindre les incendies politiques au fur et à mesure. La mesure la plus scrutée, c'est-à-dire la hausse de la CSG sur les revenus du capital, ressort dans une version affaiblie de 2,8 milliards de rendement initial espéré. On passe à 1,5 milliard d'euros. Un compromis qui n'en est pas vraiment un, puisque la gauche voit un recul injustifié et la droite un signal fiscal inquiétant. Personne n'est donc satisfait, mais tout le monde acte la fragilité du gouvernement. Sébastien Lecornu lui-même a demandé à la direction de la sécurité sociale d'établir l'ensemble des scénarios en cas d'échec du vote. Un geste rare et révélateur, l'exécutif n'écarte plus l'idée d'un raté majeur au point de devoir préparer publiquement les plans B, C et D. Cela en dit long sur la confiance qui règne sur les bancs de la Chambre basse du Parlement français. Et pendant que l'Assemblée nationale vit cette tension, le Sénat lui a adopté sans difficulté la partie recette du budget de l'État en procédant à un grand nettoyage des hausses des prélèvements, une manière de rappeler à sa façon que la Chambre haute fonctionne dans une temporalité bien différente, loin des rapports de force brutaux qui traversent le Palais Bourbon. Au final, ce vote ressemble davantage à un test de crédibilité institutionnelle qu'à un débat sur les équilibres sociaux. L'exécutif cherche une majorité, les oppositions cherchent un coup politique et la sécurité sociale, elle, attend de savoir si elle aura un cadre budgétaire pour l'exercice 2026. En France, même les enjeux fondamentaux finissent par devenir des bras de fer. Et Meta Platforms a confirmé un véritable stratégique majeur. L'entreprise prévoit de réduire fortement les budgets consacrés au métaverse, un domaine que Mark Zuckerberg présentait encore il y a 3 ans comme l'avenir de sa société. Désormais, la priorité est claire, les objets connectés dopés à l'intelligence artificielle. Cette réorientation figure dans le budget prévisionnel 2026 du groupe, et selon des sources internes, Meta compte transférer une partie de ses investissements de Reality Labs, la division métaverse, vers des appareils intelligents, notamment les lunettes connectées. Un choix qui n'a rien d'anodin. Depuis 2020, Reality Labs a accumulé plus de 77 milliards de dollars de pertes. Une facture difficile à justifier, surtout que les grandes plateformes telles que Apple en tête misent, elles, sur l'IA comme prochaine interface dominante. Le Wearables AI comme prochaine interface dominante. Les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Le titre Meta a bondi de plus de 3% hier, applaudissant un recentrage longtemps réclamé. Techniquement, ce pivot s'explique
par plusieurs dynamiques. Le métaverse n'a pas trouvé son marché, avec une adoption faible, des problèmes techniques et un manque de cas d'usage massif. Parallèlement, l'IA générative, elle, s'impose comme le moteur technologique des 10 prochaines années avec un potentiel immédiat en termes d'usage et de monétisation. Enfin, la course à la puissance de calcul et au talent d'IA est devenue prioritaire. Meta propose jusqu'à 100 millions de dollars aux chercheurs en super IA pour attirer les meilleurs profils. Les lunettes Ray-Ban AI, plus de 2 millions d'unités vendues jusqu'à aujourd'hui, illustrent déjà ce glissement vers une stratégie produit plus concrète, plus scalable et surtout plus monétisable. Autrement dit, Meta ne renonce pas totalement au métaverse, mais il cesse d'être l'avenir pour redevenir un pari à long terme, tandis que l'IA s'impose comme la priorité immédiate et incontournable. Attardons-nous un instant sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui, et une seule variable, une seule donnée est dans l'œil, dans la cible des investisseurs, c'est la publication en début d'après-midi de l'indice PCE, l'indice préféré de la Réserve fédérale américaine. En fonction de son niveau, il pourrait valider ou non les probabilités extrêmement élevées de la poursuite de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui, je vous le rappelle, se réunit les 9 et 10 décembre prochain, et à l'issue de laquelle, si cet indice PCE est orienté et mal orienté, ça pourrait inciter la Fed à continuer donc son assouplissement et baisser pour la 3e fois consécutive son principal taux directeur. Voilà donc pour ce qui animera les marchés aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier, et en Europe, les principaux marchés ont clôturé en légère hausse dans un marché en quête de repères. Les volumes sont restés faibles et les investisseurs prudents, faute de statistiques européennes majeures capables de donner une impulsion au marché. Les ventes au détail de la zone euro en octobre sont restées stables, conformément aux attentes, et n'ont pas offert de catalyseur clair. Aux États-Unis, alors attendez, juste on fait un petit tour de catalyseur clair. Le CAC 40, dans ce contexte, l'attention des acteurs européens reste tournée vers l'évolution de l'économie américaine, dont les décisions auront des répercussions indirectes sur la zone euro. Le CAC 40 a gagné dans ce contexte hier 0,43% à 8122 points. Le DAX s'est adjugé 0,85% et le FTSE 0,19%. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,49%. À Wall Street, hier, Wall Street a clôturé sans grande variation dans une séance marquée par l'absence de statistiques susceptibles d'influencer la Réserve fédérale avant sa réunion des 9 et 10 décembre prochains. Les investisseurs attendent patiemment la publication tout à l'heure de l'indice PCE. Dans ce contexte, hier, le Dow Jones a reculé de 0,07%, le S&P 500 a gagné 0,11% et le Nasdaq a avancé de 0,22%. Quant au prix du pétrole, ils ont progressé hier, portés par les tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine et par les frappes ukrainiennes sur des infrastructures pétrolières russes. Dans ce contexte, le Brent pour livraison février a gagné 0,94% à 63,26$ le baril, tandis que le WTI américain pour janvier a lui pris 1,22% à 59,67$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 décembre 2025, et juste après, comme convenu et comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada et son chrono CAC. Tout de suite sur Téléfinance.